Bonjour Fabien, comment vas-tu? Bonjour Gérard, je vais très bien, merci. Et toi? Bah moi ça va, beau soleil, ça fait du bien. Bientôt le printemps, jeudi 20 mars. Je sais jamais si c'est le 20 ou le 21, mais j'ai entendu que c'était le 20. Alors maintenant j'ai dit que c'est le 20, mais avec Je sais jamais, modération. je ne suis pas expert en calendrier. Bah, bienvenue dans Leader d'Excellence, la série où les meilleurs managers partagent sans filtre leurs secrets pour motiver, décider et diriger avec impact. Donc ici, on ne parle pas de théorie, mais on parle de leadership qui marche vraiment. On parle de terrain. Donc, et vu ton expérience, tu as forcément des pépites à nous livrer. Et pour commencer, bah, j'aimerais bien que tu te présentes en quelques phrases. Donc, ça peut être vie pro, perso, tes passions, tes petites manies rigolotes. Peut-être une passion pour les bières avec modération, évidemment. Ah bah, tu t'as déjà tout dit. Non, alors je m'appelle Fabien Ball, j'ai bientôt 50 ans. Je suis pacsé avec une femme formidable. J'ai un garçon d'une première union qui a 21 ans. Je vis près de Nancy et je suis coach professionnel. Donc je dirige ma propre petite boîte qui s'appelle La Morale dans les chaussettes. Parce que mon cœur de métier, c'est de travailler avec les dirigeants sur les questions d'éthique des affaires. Hmm. Et ma philosophie, c'est de traiter les choses sérieuses, mais pas forcément se prendre au sérieux, ou en tout cas pas se prendre la tête. Ah, j'aime bien cette Donc, phrase. j'ai pas trouvé plus, voilà, j'ai pas trouvé plus rigolo ou plus crétin que cette phrase-là, la morale dans les chaussettes. Et c'est devenu le nom de ma boîte. J'en suis très fier et mes clients en sont contents. Ok, excellent. Mais j'ai Euh, l'impression que, alors, te connaissant un petit peu, que t'as cumulé pas mal d'expérience au sein de Toastmaster, il me semble, d'Inabai, le Cercle Vertueux, le Rotaract, j'en passais des meilleurs. Apparemment, tu es quelqu'un de très investi. alors, à côté de mon boulot, j'ai une grosse activité associative. Tu l'as évoqué, il y a quelques années, je me suis beaucoup investi dans Toastmasters International. On a eu l'occasion d'y collaborer, toi et moi. Alors, pour ceux qui Euh, connaissent pas, tu peux faire un petit j'ai, rappel de ce que c'est, Toastmaster? Toastmasters, c'est une organisation internationale d'origine américaine qui a pour vocation d'apprendre la prise de parole en public et le leadership. Tout ça, ça prend la forme de clubs. Et c'est la structure internationale qui propose une méthode. Et donc, chaque club accepte de déployer la méthode Toastmasters. Donc, je me suis formé à l'ancienne version de la méthode. Mais quoi qu'il en soit, l'esprit reste le même. Il s'agit dans les séances de mettre en œuvre des outils, améliorer sa prise de parole en public pour qu'elle soit de plus en plus impactante, de plus en plus pertinente. Et puis, on parle de leadership. Et ça, par contre, ça s'explique, ça s'apprend dans l'animation des séances, dans la direction des clubs. Et de ce point de vue-là, je me suis aussi beaucoup investi, puisque chez Toastmasters, j'ai euh, j'ai été responsable d'une région entière, c'est-à-dire d'à peu près 7 clubs. Hmm. Et à l'époque, mon job, c'était de faire en sorte que les clubs soient au top de leur forme avec des membres épanouis. Et Donc du ça, coup, ça c'était mon couvre quelle engagement chez zone tout Toastmasters. ça? Ce que tu appelles cette région, c'est de l'international? Alors, Toastmasters est international, mais moi, plus modestement, je me suis occupé du Grand Est de la France et du Luxembourg. Ouais, donc Donc, Luxembourg, toute c'est pas la français, francophone, donc t'as une portée internationale. portée internationale. Maintenant, dans mes missions de responsable de région, j'ai eu l'occasion de côtoyer des gens de chez Toastmasters de l'Europe entière. Et l'un des voyages les plus rigolos que j'ai pu faire dans ce cadre-là, je suis allé à Lisbonne Hmm. pour retrouver mes autres compères responsables Toastmasters. Et il y avait des Grecs, il y avait des Italiens, il y avait des Suisses, il y avait des Néerlandais. C'était un magnifique melting pot multiculturel et ça, c'était vraiment très, très chouette. En termes de leadership, c'était un bel apprentissage aussi. Et voilà, et puis tu es aussi dans d'autres assos, le Rotary Club, je pense que c'est assez connu. La jeunesse aussi du Rotary Club, parce que tu t'intéresses aussi à la transmission, à la jeunesse, c'est ça? Puis des clubs d'affaires Donc aussi. aujourd'hui, oui, c'est ça. Aujourd'hui, l'engagement non professionnel qui a le plus de place dans ma vie et qui est extrêmement important, c'est le Rotary. Donc le Rotary, là aussi, c'est une organisation internationale. Cette fois-ci, c'est vraiment l'objectif du Rotary, c'est de réunir des professionnels qui veulent ensemble avoir un impact positif et durable sur le monde. Alors, c'est beaucoup d'ambition, mais c'est aussi beaucoup de gens de qualité, des professionnels, pas que des chefs d'entreprise, des chefs d'entreprise, certes, mais des salariés, des entrepreneurs solos, des retraités, vraiment tous les types de métiers, et chacun apporte
un, de son temps, deux, de son expertise, trois, un peu de son argent. Et tout ça est mis en commun pour aider les autres, ceux qui en ont besoin. Et donc, c'est un engagement dans lequel je m'investis beaucoup. Et là encore, je ne me contente pas du club dans lequel je suis. J'interviens aussi au niveau régional. Donc là, la région dont je m'occupe, c'est la Lorraine et la Haute-Marne. Ah, d'accord. Ça représente à peu près 60 clubs. Ah oui. Et dans cet univers-là, je prends ma part de leadership, puisque je m'occupe, un, de former les Rotariens à la prise de parole en public pour qu'ils puissent parler avec impact de ce que c'est que le Rotary et de la puissance de leur engagement. J'ai également en charge un autre dossier pour l'année prochaine, et j'ai déjà commencé cette année, mais j'ai déjà un dossier pour l'année prochaine, c'est de mettre un peu de fun dans la formation des Rotariens pour qu'ils apprennent des choses, qu'ils puissent accomplir leur engagement dans les meilleures conditions possibles sans devenir chiants. En évitant les Ouais. PowerPoint, en évitant Hmm. la formation descendante, etc., etc. Donc, il s'agit de trouver l'intelligence de la formation avec la pertinence du côté ludique pour que ça motive les gens. Et quelquefois, la formation à l'ancienne où tout le monde écoutait et se taisait, c'est moins pertinent. Donc, tu es en plein dans le leadership Voilà l'engagement que j'ai aussi collaboratif. par rapport au retard. Moi, j'aimerais savoir quel est ton secret. Et oui, aujourd'hui, on va livrer des secrets. Quel est ton secret pour motiver une équipe sans avoir à toujours être derrière elle? Alors, j'en ai au moins un, et le secret, c'est quand je suis devant eux, pas derrière eux. Le secret, c'est d'avoir la banane tout le temps. Donc, l'énergie, C'est très de voir important. le sourire. Le sourire, c'est la première des communications. Hmm. Et quoi qu'il se passe, le sourire, il est évocateur de bonne humeur, il est évocateur d'optimisme, il est évocateur de confiance. Et quelquefois, le sourire, et ça a été je l'ai encore revu très récemment le week-end dernier à un événement rotarien. Quelquefois, le sourire, eh ben, on l'a pour deux. Hmm. Il y a le leader qui l'a et l'autre qui doit mettre en œuvre quelque chose, ben, il est un peu en porte-à-faux, il sait pas trop, il hésite. Et ben, quand le manager, quand le leader, il a le sourire pour deux, ben, il est hyper communicatif et ça se partage. Que dis-je, ça se partage? En fait, ça se multiplie. Le sourire, il est générateur de motivation, il est générateur de confiance. Et dans une équipe, c'est déjà l'essentiel. Ouais, on peut parler de C'est le contamination premier secret. émotionnelle positive, là, pour le coup. Oui. Ouais. Et alors, le paradoxe, c'est que même quand les choses se passent pas bien, alors on n'est pas obligé d'être hilard. Enfin, quand ça se passe pas bien, il faut admettre que les choses se passent pas bien. Mais malgré tout, sans tomber dans un espèce d'optimisme mielleux, euh, il y a quand même moyen de garder une certaine bonne humeur, une certaine légèreté dans ce qui se passe. Et quand les choses se sont pas bien passées, parce que ça arrive dans toutes les équipes, eh Hmm. ben, le sourire est quand même de retour. Et là, c'est le sourire du c'est pas grave, on a fait tout ce qu'on a pu. Ouais. Et donc, c'est un secret, tu parles. Le secret, je le porte sur moi. Donc, Ouais. il y a vraiment de ce côté, il y a l'accueil. Et généralement, ce qu'on me dit, c'est que quand je rencontre des gens, quand j'accueille des gens dans mes salles de réunion, je leur fais un sourire et je suis content de les voir, même si je ne les connais pas. Hmm. Et ça commence, pour moi, c'est le premier outil du leader, c'est le sourire. Alors, certains appelleraient ça du charisme. Je ne sais pas si je m'offre ce cadeau de me dire que j'ai du charisme par rapport à ça, mais en tout cas, j'ai un sourire. Bah, il y a un certain magnétisme, hein, le sourire, l'énergie positive qui attire, la vitalité peut-être quelque part. Et puis, s'il y a un autre secret, euh, moi, j'estime que les gens sont compétents. Hmm. Dans ma vision du monde, tous les gens avec qui on collabore, ils ont conscience qu'ils font un job et ils font tout ce qu'ils peuvent pour le faire bien. Euh, alors, quelquefois, force est de constater que c'est pas tout à fait vrai. Dans mon ancienne vie professionnelle, j'ai managé des gens qui, 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 qui n'avaient pas envie de faire le job, qui n'avaient pas envie de travailler et de faire un bon travail. Mais par principe, je pars de ce préalable qui est mes collaborateurs ont envie de bien faire leur job. Hmm. Donc si jamais il leur arrive quelque chose, que ça ne tourne pas rond, que le travail n'est pas fait, que c'est pas accompli au mieux, plutôt que tout de suite
leur rentrer dedans et puis leur reprocher des choses, que c'est pas bien fait. Ouais. La question que je me pose, c'est qu'est-ce qui a bien pu empêcher que tu fasses le job comme il faut? Après, effectivement, en fonction des gens que j'ai devant moi, il m'est arrivé d'avoir des têtes de bois Hmm. où j'ai dû me rendre à l'évidence qu'ils avaient simplement pas envie. Mais comme je pars du principe, on va dire optimiste, hein, que les gens ont envie de bien faire les choses, qu'ils en tirent une satisfaction, si par malheur ils ne le font pas bien, c'est qu'il y a quelque chose qui a cloché. Hmm. Donc moi, en tant que manager ou en tant que leader, je tâche d'évaluer qu'est-ce qui a bien pu marcher de travers, comment on pourrait faire la prochaine fois, ou quelles sont les conditions qui étaient manquantes à la première fois et qui mériteraient d'être présentes la seconde fois. Une autre question, comment tu prends une décision difficile quand tu as peur de faire une erreur? Hmm. Euh, alors, un, j'écoute, moi qui suis plutôt un cérébral, Bienvenue au j'ai club. appris petit à petit à essayer de débrancher la tête et d'écouter ce que me disent mes tripes. Hmm. Donc, quand mes tripes gargouillent fortement, c'est qu'en fait, mes tripes veulent dire à ma tête qu'elle est en train de déconner. J'ai une capacité assez incroyable d'imaginer des tas de solutions possibles, là où peut-être mes tripes sont plus pragmatiques. Donc, quand j'ai une décision difficile à prendre, j'écoute prioritairement mes tripes, comment elles se resserrent. J'écoute également comment mon cœur bat lorsque je pense à cette situation. Donc, j'ai appris petit à petit à faire de mes émotions des signaux forts pour déterminer si vraiment ma tête elle va dans la bonne direction ou pas. Est-ce qu'il t'est possible de donner un exemple? Le, je vais reprendre une expression qu'on connaît tous, c'est je le sens pas. Hmm. On dit tout ça, je le sens pas. Et donc, comme j'ai une pensée très très rationnelle, je vais avoir tendance à imaginer comment les choses pourraient être faites. Donc, j'ai presque une pensée un peu stratège. Et un peu comme un échiquier, imaginer les coups, etc. Donc, je mets beaucoup de pensées. Mais il m'est déjà arrivé d'imaginer des plans, et puis des plans B, puis des plans C, puis des plans D. Et à chaque fois, ma tête me disait, ah ouais, tiens, ça pourrait coller. Et à chaque fois, il y a mon ventre qui gargouillait. Et à chaque fois que je relisais mes notes en me disant, ah tiens, le plan A, il pourrait faire comme ça, à ce moment-là, mon cœur battait un petit peu plus fort. Et c'est vraiment le moment où je me suis dit, bah, en fait, arrête de le penser. Juste, tu le sens pas. Hmm. Et le fait de ne pas le sentir m'a obligé à changer de cerveau. Et donc, j'ai appelé un ami, comme on dit à la télé. J'ai appelé un ami qui avait rien à voir avec le sujet. J'ai tâché de lui évoquer le sujet de la manière la plus neutre possible. Et puis, j'ai fini par la question, qu'est-ce que t'en penses? Et mon ami m'a dit, écoute, j'ai pas tout compris, mais ça sent pas bon. Ouais. Je le sens pas. Donc, mon ventre le sentait pas, mon ami le sentait pas, donc et ça m'a confirmé qu'il fallait que je débranche la tête et que je fasse autrement. Donc l'instinct, tu dis que c'est vraiment un excellent conseiller. Le- L'impératif, c'est d'être attentif aux signaux faibles. Ouais. Euh, Moi qui suis coach, le mot signaux faibles, on l'utilise beaucoup. Ça fait partie des choses qu'on aime bien. Donc, c'est toutes ces petites choses qui existent, qu'on perçoit de manière subtile, mais qu'on a tendance à négliger, en fait, en se mentant à soi-même. Je le sens pas, mais ça va bien se passer. En fait, on se ment. Hmm. Donc, le je le sens pas est un signal de quelque chose que peut-être au moins on se précipite sur une solution qui n'est pas la bonne. Merci. Donc, en général, moi qui fonctionne vraiment, qui ai besoin de penser les choses, et ben, ce que ça signifie pour moi, c'est que quand je le sens pas, c'est que mon processus mental n'a pas été le bon. Donc, en Hmm. général, je reprends un bout de papier vierge, puis je recommence. Ouais. Ouais, tu as cette capacité à t'écouter et à te faire confiance. Donc, en fait, à la fois, je tâche d'utiliser mes atouts, mais aussi je sais que mes atouts, quelquefois, ont la grosse tête et qui prennent un peu de place. Et
ces atouts méritent quelquefois d'être un peu calmés. Et c'est mes tripes et c'est mon cœur qui me disent non, ça va pas. Autre question, quelle habitude tu as développée pour gérer la pression sans exploser? Hein. Je m'isole. Hmm. J'écoute beaucoup, beaucoup de musique. Ouais. J'écoute à peu près de tout, pas Ouais. n'importe quoi, mais j'écoute beaucoup, beaucoup de trucs. Et quand je sens que j'ai une tension et que il y a beaucoup de pression et que j'arrive pas à la dépasser, eh ben, je me suis mis dans ma playlist quelques favoris qui sont, et je sais que c'est presque magique. Je mets mes oreillettes, Hmm. quelquefois je mets la fonction euh, bulle de Ouais, mes ouais, oreillettes, je mets la musique en question, quelquefois je la mets une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, ça ouais. tourne en boucle, ça paraît un peu idiot, mais il y a cette énergie qui passe par mes Hmm. oreilles, qui rentre dans ma tête, qui va partout, et ça me calme, et ça me permet de me recentrer. Ouais, la musique, c'est très puissant, hein. Moi aussi, j'utilise ça pour me donner de l'énergie ou autre. Mhm. Donc, je peux même te partager mon morceau du moment, Ah, vas-y. si tu veux. C'est un type qui s'appelle Jacob Collier, ça s'écrit Ouais. comme collier. Ok. C'est de petits génies de la musique. Ouais. Et la musique qui tourne en boucle depuis un moment, c'est un truc qui s'appelle Little Blue. Ok. Donc c'est une chanson qui commence tout doux, et puis au fur et à mesure, une espèce de puissance musicale et puis une technique musicale qui est assez incroyable, et ça m'emmène ailleurs. Hmm. C'est à la fois calme au début, donc ça me calme, puis ça me redonne de l'énergie, puisqu'à la fin, c'est très puissant. Ouais, excellent. Certains, c'est la respiration, d'autres, c'est le sport, d'autres, c'est se promener, d'autres, c'est Mm. les animaux. C'est vrai que chacun sa source d'énergie. Toi, c'est la Ouais. musique. C'est vrai que moi aussi, ça m'aide beaucoup. Je me suis essayé à certaines techniques de méditation, à la respiration. Donc intellectuellement, je comprends très très bien l'intérêt. Hmm. Euh, mais mais c'est des choses qui me sont pas familières. Donc, je comprends le principe, je suis capable de reproduire le processus, mais c'est pas moi. Ouais. Donc, et dans mon téléphone, j'ai une application qui permet de faire de la respiration contrôlée. Ouais. Cohérence Mais en cardiaque? général, je l'ai pas. C'est de Comment tu m'as dit? la cohérence cardiaque? Là, exactement. Donc, j'ai une petite application qui fait de la cohérence cardiaque, qui est très bien fichue, mais en réalité, c'est pas pour moi que je l'ai. Je l'ai parce il m'est déjà arrivé de faire cet exercice-là avec des clients en coaching. Hmm. Ah ouais. Et à un moment donné, j'ai identifié qu'ils avaient besoin de ça. Ouais. Et donc, je l'ai fait, j'ai fait l'exercice, mais c'était pour eux. Donc, je savais intellectuellement le reproduire. Hmm. Et donc, pour ce faire, je me suis appuyé sur un outil. Mais moi, je sais que ça me convient Ouais. moyennement. C'est pas l'outil pour toi. Non. Comment tu fais pour faire respecter ton autorité sans jouer au chef autoritaire? Euh, je suis un sale gosse. Ah, C'est-à-dire que je regarde les gens avec un regard qui est à la fois ferme et un peu malicieux, et je balance un truc qui a l'air d'être une blague, mais qui en fait n'en est absolument pas une. Donc je peux pas le décrire de manière plus précise. Euh, il y a vraiment ce côté, je suis cool, mais tu sens par tous les autres, par toute l'expression non verbale que je suis pas ouais. cool du tout. Euh, Donc je tâche d'utiliser l'humour. Et l'humour est tout à fait capable d'être porteuse d'un message fort et puissant, y compris un message d'autorité. Et si vraiment j'ai besoin de passer la vitesse supérieure, là, j'admets que j'ai un ton qui peut être un peu plus froid, un peu plus cassant, hmm. mais je ne me souviens pas d'avoir été obligé de hurler ou Ouais, bah ouais. d'utiliser des mots grossiers, des choses comme ça. Ouais, généralement, je sais pas si ça marche vraiment, ça, le fait de hurler. Je sais que moi, pour ma part, je suis quelqu'un de plutôt cool et quand j'ai des groupes en face de moi, voilà, c'est plutôt détendu. Mais c'est vrai que quand des fois certaines personnes dépassent les bornes, il y a un changement de ton qui se fait. Donc ça se passe au niveau du paraverbal et effectivement, après il y a le non-verbal qui va avec, il y a certains mots aussi. Donc je suis pas non plus à crier, etc. Mais il semble que
que là, on est passé sur un autre registre. Mm. Le- il m'arrive assez régulièrement d'animer des séances avec des groupes en face de moi. Et quelquefois, dans ces séances, il y a des gens avec des choses euh, qu'ils estiment importantes de partager. Quelquefois, des certitudes. Donc, j'ai tendance à me méfier des certitudes. Et donc, il m'arrive assez régulièrement de devoir recadrer quelqu'un en le remerciant chaleureusement de sa contribution et puis de faire en sorte qu'on passe à quelqu'un d'autre. Donc, il y a ce côté à la fois ferme et souple. L'important surtout, c'est de faire en sorte que qu'on a en face de soi ne se sente pas méprisé et ne perde pas la face. Ouais, c'est important Il a ça. assurément d'excellentes raisons de dire ce qu'il dit. C'est peut-être pas à propos, en tout cas de mon point de vue, moi qui anime la soirée ou la réunion. Mais l'important, c'est d'entretenir le lien avec les gens. Pour en revenir à ta question de tout à l'heure sur le leadership, Ouais. euh, il me semble que le leader, c'est celui qui préserve le lien. Hmm. Euh, et pas forcément l'espèce de complaisance. Le leader n'est pas là pour être complaisant. Il est là pour être bienveillant, c'est-à-dire s'assurer que la relation entre les gens est toujours pérenne. Hmm. Et on peut s'engueuler quelquefois, mais il faut s'engueuler. Le principal, c'est de préserver la relation. Ouais, intéressant. Moi, ça me fait penser à un livre de Simon Sinek qui dit les leaders mangent toujours en dernier, en faisant référence aux forces spéciales. Et c'est vrai que le fait de montrer de la considération à ces hommes, les gens le sentent. Après, voilà, il y a une espèce de de retour d'ascenseur, donc la réciprocité, dirait Robert Cialdini. Mais c'est vrai que voilà, de créer ce lien-là sincère, bienveillant. Effectivement, qu'on n'est pas d'accord ou quand ça va pas, je pense qu'effectivement, il est sain de dire les choses et les gens le comprennent très bien, sauf cas exceptionnel où là, bon, faut prendre d'autres méthodes et d'autres manières de fonctionner, peut-être un peu plus, effectivement, un peu plus, je sais pas comment dire, je dirais pas cinglante, mais voilà, beaucoup plus ferme, on va dire. Il m'arrive assez régulièrement d'accompagner des managers ou des leaders qui sont dans des situations particulièrement inconfortables quand, notamment, un ou des individus dans leur entourage professionnel ont décidé d'avoir leur peau. Donc ça, c'est très inconfortable parce qu'il ne s'agit pas de discuter des sujets, il s'agit de discuter des gens. Il s'agit d'abattre des gens. Et donc, Mm. les attaques et les échanges sont tout orientés vers le fait de dégommer celui qu'on a devant soi. Et donc, quand j'accompagne ces gens-là, je travaille beaucoup avec eux sur cette capacité à, à, à travailler les dossiers pour être certain de ce que l'on dit, pour être droit dans ses bottes. Et donc, pour être certain que les fondements sont solides, et quels que soient les bourrasques, quels que soient les coups qu'on va donner, on est solide sur ces bases. Et en étant certain de ce que l'on dit, au moins de ses fondamentaux, on est capable et on apprend à dire aux gens, droit dans les yeux, avec beaucoup de fermeté, beaucoup de sérieux, leur dire non, je refuse catégoriquement ce que tu es en train de me dire. Donc Mm. ça demande un aplomb, ça demande Ouais. Mm. une certaine intelligence émotionnelle, être Mm. capable de savoir ce qu'on ressent, de se rendre compte que la colère que l'on ressent, elle est légitime, mais par contre, il n'est pas pertinent de la laisser exploser, Ouais. puisque si on le faisait, on rentrerait dans le jeu de celui qui tend un piège. Donc toute cette question d'intelligence émotionnelle, elle est importante. Mais il y a aussi beaucoup de stratégies en se rappelant, mais quelles sont mes bases? Et je suis solide sur mes bases. Donc à partir de là, je peux dire fermement, droit dans les yeux, non. Mm. Affirmation de Et soi, et non, puis oser dire c'est non. de l'autorité. Le non qui est ferme, qui est intense à travers le regard, c'est un non qui fait preuve d'autorité. Mm. Avant-dernière question, quelle erreur de management t'as le plus appris et pourquoi? Je crois que la plus grosse erreur de management, je l'ai fait lorsque j'ai eu une stagiaire il y a quelques années dans mon entreprise. C'était une stagiaire qui préparait un bac plus 4 ou bac plus 5. Enfin, a priori, c'était quelqu'un d'assez bien diplômé. Et l'erreur que j'ai faite, c'est que
je lui ai probablement laissé trop de liberté Hmm. et je n'ai pas clairement exprimé le niveau de liberté que je lui Ouais. accordais. Hmm. Et donc, moi, je suis parti du principe qu'elle était compétente. Et Hmm. je suis parti du principe elle avait envie de travailler pour moi et la mission que je lui proposais l'intéressait. Et donc, je n'ai pas fixé clairement la liberté, l'étendue de la liberté que je lui accordais. Et en contrepartie, elle n'a pas osé me dire qu'elle était perdue, Ouais. qu'elle avait besoin, au contraire, que je lui accorde beaucoup, beaucoup moins de liberté. Et en fait, j'ai laissé un non-dit, Ouais. Ouais. notamment sur l'autonomie que j'accordais à mon collaborateur. Et, hum, et, euh, et finalement, la mission, elle a été satisfaisante pour à peu près personne, puisque à un moment donné, moi, je me suis dit, ah, c'est dommage, elle n'a pas fait le job. Mais en réalité, elle s'est dit, ah, c'est dommage, il n'a pas fait le job. Ouais. Parce que elle avait besoin que je la cadre. Elle avait besoin que je lui donne de la structure, là où moi, je pensais qu'elle avait simplement besoin de liberté. Hmm. Donc ma leçon, c'est aussi, et c'est une leçon forte, et je le rappelle régulièrement quand j'en ai l'occasion avec mes clients, donner de la liberté, c'est bien, mais encore faut-il l'accepter. Ouais. Et donc pour donner de la liberté, c'est avec un collaborateur ou quelqu'un avec qui on travaille, avec qui on avec qui on collabore, c'est se mettre d'accord clairement sur l'étendue de la liberté. Jusqu'où j'attends que tu ailles sans moi et jusqu'où j'estime pouvoir aller sans toi. Donc, Hmm. c'est un vrai dialogue sur la liberté quand on délègue, quand on manage. Et ça, c'est une leçon que je connaissais en théorie, mais que j'ai apprise très Hmm. concrètement avec cette stagiaire. Ouais, vraiment expliciter un maximum, on va dire, les tâches. Ouais. Merci pour ce partage. Et pour finir l'interview, mais une question, question signature quelque part, hein, vu que moi je me spécialise avec les managers débutants introvertis plus spécifiquement. Si tu devais donner un seul conseil à un manager débutant, donc spécifiquement introverti, qu'est-ce que ce serait? Expérimenter le plus souvent possible la phrase «Je ne sais pas encore, mais je te donne la réponse bientôt». Hmm. Pourquoi c'est ça? Parce que quand on est débutant, on a envie de bien faire. Peut-être que, on a quelquefois le fameux syndrome de l'imposteur. Hmm. On s'estime pas parfaitement légitime, mais on sait qu'on doit avoir le masque de celui qui est légitime. Et lorsqu'on est mis un petit peu en situation où on ne sait pas, bah, c'est un vrai challenge de dire à ses équipes, bah, je ne sais pas. Donc plutôt que de devoir s'ouvrir en disant, bah, je ne sais pas, l'astuce que moi je peux proposer, c'est d'apprendre à dire, je ne sais pas encore, mais je vais me renseigner et tu auras bientôt la réponse. Ah, encore, j'aime bien. Bah, en fait, ça induit qu'on est déjà un peu compétent, c'est juste qu'il manque un détail qu'on n'a pas. Mais on va le trouver. Donc, on est compétent pour aller savoir où il se trouve. Super. Bah, Fabien, un grand merci pour ces pépites de leadership. J'espère que ça va inspirer ceux qui nous regardent à mieux fédérer leurs équipes et puis à monter en puissance. Donc, chers viewers, si cette conversation vous a apporté de la valeur, continuez à nous suivre pour les prochains épisodes de Leader d'Excellence. Et pour finir, retenons que le leadership, c'est pas une question de titre, mais c'est une question d'impact. Alors, les amis, appliquez, testez, progressez et à très vite pour un prochain épisode de Leader d'Excellence. À bientôt, Fabien, et encore merci. Merci Gérard.